L'audace de la pensée. J'ai tenu à commencer par cet éloge vibrant de la métaphysique et par le programme d'études qu'elle nous donne. Nous parlons trop à la légère des inventions d'Aristote, débrouillant avec une patience infinie l'écheveau des acceptions multiples de l'étang. C'est une aventure à laquelle Heidegger, là encore, rend son propre mérite, tout simplement. S'aventurer à débrouiller cet écheveau, à reconnaître les fameuses 4 acceptions cardinales de l'étang. L'étang selon l'essence ou selon l'accident, avec cette prudence d'Aristote qui consiste à montrer que nous devons aussi nous soucier de tout ce qui est dit selon l'accident. Nous ne parlons pas toujours pour cerner l'essence des choses et des êtres, nous parlons aussi pour raconter ce qui nous arrive, sur le plan de la narration, du simple énoncé le plus trivial, qui parle accidentellement, qui parle des choses par accident, sous l'angle anecdotique, accidentel, événementiel de ce qui leur arrive, et non pas simplement de leur être. Seconde acception cardinale de l'étang selon le vrai et le faux. Vous rappelez que l'étang, c'est l'étang vrai. La signification par excellence de l'être, c'est le vrai. Et cette expérience du dévoilement des choses, l'expérience grecque du dévoilement, de la sortie de l'étang, hors de l'été, hors de la latence, hors de ce qui fait passer inaperçu, ce qui passe inaperçu. Cette sortie, cette émergence des choses. Voilà ce à quoi Platon et Aristote nous ont initié la tradition métaphysique. Si l'on continuait les chevaux des significations de l'étang selon Aristote, il va jusque dans un détail d'une troublante tendresse. Il y a aussi l'étang selon les acceptions catégoriales, l'étang selon les acceptions contextuelles du verbe être dans toutes nos paroles, y compris fictives, quand nous faisons de la fiction, ou sur le plan de la poésie qui est plus vraie que l'histoire, dit-il. Le vrai, mais aussi la multiplicité des contextes d'énonciation de ce que nous disons. Les catégories, la doctrine des catégories, avec son côté lui aussi feuilleté, l'essence, la qualité, la quantité, la relation, la modalité. Kant se plaira à dire que Aristote a travaillé sans méthode, qu'il n'a pas vu systématiquement toute l'étendue exhaustive des catégories, qu'il n'en a fait qu'une rhapsodie. Cette rhapsodie, elle est peut-être de l'art du repérage des vestiges, des traces, de l'arpentage, que je préférais tout à l'heure à la géométrie. Elle consistait à entrer dans le détail des choses, à suivre les nuances de toutes nos paroles, et à y voir notamment, en dehors des 4 grandes catégories que retiendra Kant, la quantité, la qualité, la relation, la modalité, dont il est si fier dans la critique de la raison pure. Il retiendra aussi le temps, le lieu, plus exactement le quand et le où. Le où et quand les choses se passent. Et puis aussi la modalité. Il en fera une très grande catégorie, susceptible de toute une palette de nuances. Gésir, être de telle et telle manière, être de telle ou telle humeur, dans tel ou tel état, agir, pâtir, être actif, être passif. Il va étudier tout ce feuilletage, toute cette ramification de l'être dans nos paroles. Et puis enfin, dernière de ces acceptions, l'être selon la puissance et l'acte. Et là, effectivement, il y a cette acception de l'étang qui va peser si lourd sur le destin de l'Occident, qu'Aristote, manifestement, n'envisage pas avec la moindre appréhension.
la puissance, la possibilité, la virtualité, puissance active ou puissance passive, et puis aussi l'acte, l'être à l'œuvre, se mettre à agir et à faire effectivement, à réaliser effectivement, à se réaliser effectivement, jusqu'à éventuellement la perfection de la chose ou de l'être qui a atteint son propre but, sa propre fin en lui-même. L'entéléchie, la fameuse entéléchie dont tout le monde se moque. L'énergie et l'entéléchie. Puissance, énergie, entéléchie. L'entéléchie, nous n'aimons pas trop en parler, mais puissance et énergie, oui. La trace a été profonde. Quand Nietzsche, dans les écrits posthumes, par accès, se met à se prononcer sur l'être, il lui arrive de dire cette formule décisive: l'être est volonté de puissance et rien en dehors de ça. Das Sein ist Wille zur Macht und nichts außerdem. Rien d'autre. L'étant, l'être, le voilà. Volonté de puissance et rien en dehors de ça. Et quand il met les points sur les i, il dit bien que volonté de puissance, ça signifie acte. L'acte est tout, dit-il dans la généalogie de la morale. Vous avez là une philosophie de la puissance. Si on regardait bien toutes les doctrines de la métaphysique occidentale, elles portent cette marque absolument indélébile du primat de l'acte et de la puissance. L'Occident, c'est l'obsession de la puissance d'agir. Avoir la puissance d'agir. Et si possible, l'exercer.